crois que c'est la première fois que ça nous arrive de galérer à trouver un sujet. Hmm, complètement. Mais t'as Alors qu'on eu. en a un milliard, il y en a un milliard, mais ce matin, je pense que toi, entre le Krav Maga d'hier et moi, ma semaine tout seul avec ma fille, on a le cerveau un peu empâté. Ami Recrave, j'ai morflé là, je pense. J'ai dû me fêler une côte. Vraiment au niveau tu vois, Ah, des pectoraux. Hier, j'ai combattu, à la fin, on a fait un peu de combat léger, entre guillemets. Sauf que, n'aimant pas le combat léger, j'ai combattu contre un ceinture bleue qui, accessoirement, est ceinture noire en kickboxing et qui, accessoirement, met un gros coup de pied au niveau du sternum. Et j'ai extrêmement mal. J'arrive plus à respirer. Mais je suis assez content parce qu'à la fin du combat, il m'a dit je l'ai pas montré, mais tu m'as fait mal quand même. Donc je suis assez content de l'avoir un peu martyrisé aussi. Mais là j'ai mal, toi. J'ai les tibias qui sont violacés. Pareil, je crois, au niveau des bras. Je poussais, mais je démarre quelque part. Tu vois, bref. J'ai pas mal pris cher. Mais bon, c'est le Krav Maga, ça fait du bien. Et en plus, le gros problème, c'est qu'il n'y en a pas durant les vacances scolaires, ni durant les jours fériés. Et comme par hasard, là, t'as 2 jours fériés qui vont se succéder. Donc ça va me manquer. Mais bon, je me suis équipé pour m'entraîner avec mon beau-frère, avec un faux couteau, un faux pistolet, avec des PAO, pour qu'on puisse s'entraîner aussi à notre niveau. parfait. Mais là, j'ai pas mal morflé, toi. Et j'ai peur parce que, logiquement, on m'attend aujourd'hui une séance de musculation avec des séries de pompes. J'ai le 4x10 à 51 kilos sur le dos. Donc, avec une côte qui, je pense, est fêlée. Je vais essayer, mais c'est pas sûr que je puisse le faire. De toute façon, tu vas le sentir, hein. Moi, il y a 3 mois, j'avais 2 côtes fêlées et j'ai dû complètement bloquer les poids pendant un mois et demi. Ne me dis Parce que pas ça. vu que t'as toute la cage thoracique qui est sollicitée, notamment sur les pompes où t'as le transverse, t'es en gainage complet, les côtes elles sont systématiquement sollicitées. Donc de toute façon tu Ne me verras, hein. dis pas ça. Non, non, je ne veux Si pas tu, un mois et demi de si, pause, si tu, c'est si pas tu cries possible. comme une fillette de 3 ans, c'est que t'as une côte fêlée. J'ai toutes mes perfs qui montent, ne me casse pas dans ma dynamique, s'il te plaît. Non, non. Mais souvent c'est comme ça. Bon, on vous rassure, on va pas parler de violence aujourd'hui, hein. On a envie de parler d'autre chose. Euh, je disais à Jérémy qu'hier, en fait, j'ai eu une discussion avec Yann Lenen, donc qui est un business stratégiste spécialisé dans le marketing avec lequel j'ai bossé il y a 2 ans. Et je faisais une interview sur sa chaîne. Et on a parlé de ce concept. Enfin, il m'a posé la question en fait de moi, ce que je pensais être vrai, ce que je pensais être faux, une question un peu large de la vie. Et en lui répondant que j'avais pas d'idée arrêtée sur les choses, j'avais par contre un concept qui moi me suivait depuis des années et qui me suit de plus en plus et que j'essaie d'inculquer à ma fille, c'est celui de la responsabilité extrême. Mhm. Et la responsabilité extrême de tout ce qui se passe dans notre vie en fait. Moi je pars du principe que tout ce qui se passe c'est ma responsabilité. Ça veut pas dire que c'est ma faute. Il y a très bien quelqu'un qui peut me casser une côte à un entraînement, il y a très bien quelqu'un qui peut me rentrer dedans en vélo, il y a quelqu'un qui peut, je sais pas, mal me parler, et moi je me sens mal par rapport à ça. Tout ça c'est pas ma faute, par contre ma responsabilité elle est réelle. J'ai ma responsabilité, soit je me laisse réagir aux choses, soit je prends en considération ma capacité à répondre, et à répondre consciemment, pas de la meilleure des manières, mais d'une manière que j'ai choisie en tout cas. Mhm. Et, euh, et ça, pour moi, c'est hyper important, tu vois. Cette responsabilité extrême, on peut appeler ça aussi du leadership personnel, de se dire je suis en charge de ma vie. Et j'ai beaucoup plus de latitude dans ma capacité à, je sais pas, à être heureux, à gérer mon stress, en fait, à choisir les options que je veux mettre dans ma vie que ce que la majorité des gens pensent. J'ai beaucoup plus d'options que ce que les gens pensent. Et il y a un concept que j'aime énormément, et là, c'est là où on est à cheval entre l'entrepreneuriat et la vie perso. C'est ce que les Sud-Coréens appellent le Nunchi, Nunchi. Il y a un super bouquin, d'ailleurs, qui s'appelle L'art du Nunchi, je crois, qui a été écrit par une américano-franco-coréenne, parce que je crois qu'elle habite à Paris, mais Ok. elle est américano-coréenne. Et en fait, le Nunchi, c'est ce qu'elle appelle, ce que les Sud-Coréens appellent le petit plus qui fait toute la différence dans la vie des Coréens. Des Coréens du Sud, hein, pas du Nord. Et en fait, c'est cette capacité de se dire qu'ils ont une capacité. Très tôt, en fait, on leur enseigne le fait qu'ils sont effectivement responsables de la manière dont ils interagissent avec leur environnement, de la manière dont ils interagissent avec eux-mêmes. Et ça apporte ce qu'on pourrait croire une espèce de discipline, mais ça leur inculque avec le temps surtout une espèce de sensibilité par rapport aux autres, par rapport à ce qui se passe, par rapport aux événements. Et si on en croit le livre, et après j'ai lu d'autres articles sur le sujet, le Nunchi, c'est ce que les Coréens attribuent à
cette espèce de sixième sens qu'ils ont développé, leur capacité à avoir une résilience de malade. C'est un pays qui a été à la fois envahi qui a été attaqué par la Corée du Nord, qui a été attaqué par la Chine, qui a été attaqué par le Japon, et qui a toujours su se relever. Et aujourd'hui, c'est une des plus grosses puissances technologiques au monde, et un des pays les plus avancés technologiquement et socialement au monde. Et tout ça, à en croire les Coréens du Sud, ça vient du nunchi. Et pour être beaucoup plus clair, je vais reprendre un exemple c'est un livre que j'ai lu il y a 2 ans et j'aime bien le feuilleter de temps en temps. Je vais reprendre un exemple de la coréenne, où en fait elle expliquait que quand elle a grandi en Corée, ses parents ont émigré aux États-Unis. Non, elle était aux États-Unis et elle a émigré en Corée. Donc elle parlait pas coréen, rien du tout. Mais toute sa famille était là-bas. Et quand elle jouait avec ses cousines, des fois, voilà, il se passe ce qui se passe quand des enfants jouent, ils se chamaillent, et sans faire exprès, ils font mal à l'un ou à l'autre. Et elle prend cet exemple dans le livre d'une fois où elle a fait mal à sa cousine, et où sa cousine arrive en pleurant dans la pièce où il y avait ses parents, son oncle, sa tante, tout ça. Et son père déboule en lui disant « Qu'est-ce que t'as fait ?» Elle lui dit « Mais j'ai pas fait exprès, je voulais pas lui faire mal. » Et son père lui dit « Si tu n'as pas fait exprès de lui faire mal, c'est encore pire que si tu avais fait exprès. Parce que si tu avais fait exprès, il y aurait une intentionnalité derrière. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais c'est qu'il y a une intention. Si tu n'as pas fait exprès, c'est que tu n'as pas fait attention et c'est encore pire. » Alors, ça peut paraître hyper violent, dit comme ça, mais pour ceux qui écoutent, voilà, laissez poser le truc. Prenez un peu de recul par rapport à ça, parce que moi je trouve l'idée super intéressante. Ma fille a 4 ans, elle fait que des conneries en ce moment, c'est un truc incroyable. Et systématiquement c'est « Mais papa, j'ai pas fait exprès ». Et moi je commence à lui expliquer ça, de lui dire « T'as pas fait exprès, certes, mais c'est pas une bonne chose de pas faire exprès, parce que ça veut dire que tu ne fais pas attention. Tu fais pas attention aux choses qu'il y a autour de toi, tu fais pas attention à ce qu'on te dit, tu fais pas attention aux consignes qu'on te donne. Et ça, c'est encore pire que si tu faisais exprès de nous emmerder, clairement. Et ma femme, tu vois, elle dit « Mais attends, elle a que 4 ans, tu peux pas lui inculquer ça dès maintenant. » Et moi, je suis pas totalement d'accord avec ça. Avec ma femme, on est d'accord sur plein de choses. Et là, c'est un truc sur lequel on n'est pas totalement d'accord. Moi, je pense qu'il faut inculquer dès le plus jeune âge le sens des responsabilités, sans être violent, sans être dans l'ultra-discipline machin, mais il faut commencer petit à petit à inculquer ce sens de la responsabilité. Parce que c'est ma vision des choses. En France, les gens ne sont pas assez responsables. J'envoie un pavé dans la mare, je vais peut-être me faire des ennemis, peut-être des auditeurs qu'on va perdre. Mais je sais pas ce que tu en penses, mais moi je pense qu'en France, on est trop biberonné par l'État, par le pays, par nos acquis sociaux. Et putain, ça nous enlève un sens des responsabilités sur notre propre vie qui est, pour moi, un des gros problèmes de la France aujourd'hui. Je sais pas ce que tu en penses. Non, mais je te rejoins. Je sais que c'est clivant comme sujet. Mais... Non, mais alors là, avec grand plaisir, on peut cliver, tu sais que j'aime bien, donc il n'y a aucun souci. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire un sport de combat aussi, parce que tu es face à tes responsabilités. Hier, j'ai failli me faire péter une côte, voire elle est cassée, je sais pas encore, parce que je n'ai pas mis ma garde. C'est de ma faute. Et en fait, du coup, c'est qu'on a très peu aujourd'hui de situations dans lesquelles un mauvais comportement, une erreur, une inattention se paye immédiatement. Et ça nous manque. On n'a pas de conséquences directes par rapport à nos actions. Et effectivement, pour les enfants, c'est pareil. Moi, c'est pas le terme que je mets derrière, mais moi, je tends à faire comprendre à Nathan, plus grand, que derrière chaque action, il y a une conséquence. C'est ça, ouais. Positive comme négative. Mais il y a une conséquence. Et je l'explique. Ton comportement fait que la conséquence, c'est ça. T'as beau maintenant dire ce que tu veux, argumenter autant que tu veux, faire ce que tu veux, la conséquence, elle a acté, c'est ça. Maintenant que tu connais la conséquence de l'action X, demain, soit tu changes, soit tu continues. Mais si tu poursuis, la conséquence sera la même. Maintenant, tu agis ou tu agis pas. Maintenant, tu décides. En fait, tu es responsable de tes actions. Et c'est vrai, comme tu le dis parfaitement bien, aujourd'hui, on est biberonné par l'État. Et à cause de ça, les gens ont tendance maintenant à dire et à prendre le raccourci mental de se dire que chacune des choses qui leur arrivent, c'est faute à pas de chance. Et là, je vais cliver tout comme toi, mais un des plus grands exemples par rapport à ça, ce sont les maladies. J'ai un cancer, je suis diabétique, j'ai ceci, j'ai cela, ah, j'ai pas de chance. Ah, c'est héréditaire. Ah, franchement, j'ai pas eu de bol. Non, en fait, c'est une accumulation de comportements que tu as eu durant des dizaines d'années qui t'ont mené à ce résultat. Sauf que tu fais pas la corrélation, le problème, il est là. Tu fumerais une clope, tu serais mort, t'arrêterais de fumer. On est bien d'accord. Sauf que ça prend 10, 15, 20 ans, 40 ans. Et les gens se sentent constamment invulnérables. Et c'est pareil pour tout. L'État, constamment, nous protège à l'heure actuelle. Tu fais une connerie, t'es protégé. T'as des assurances, t'as beaucoup de choses. Ok, c'est intéressant.
c'est nécessaire, mais on n'est pas responsabilisé. Et ça me fait penser à un post LinkedIn que j'ai sorti hier au moment où on tourne ce podcast, où j'écris en titre, un titre un peu aguicheur, je suis en guerre contre le ministère de la Santé. Non pas parce qu'ils n'interdisent pas les sodas, non pas parce qu'ils n'interdisent pas les cigarettes, mais parce que les gens ne payent pas les conséquences de leur choix. En fait, les gens sont libres pour moi, ils font ce qu'ils veulent, mais qu'ils assument les conséquences et qu'ils ne fassent pas assumer les conséquences sur la société. Parce qu'aujourd'hui, en fait, moi qui ai un mode de vie assez sain, une partie de mes impôts va directement aider les personnes qui ont des comportements vraiment ultra risqués dans leur vie et qui se sont mis en péril. Et eux, derrière, au final, n'ont pas de conséquences en quelque sorte. Ouais, je comprends, tu vois. Mais... Après, forcément, il y a aussi des coups de hasard, ça peut arriver aussi. Hein. La génétique, l'épigénétique peuvent jouer, je suis bien d'accord. Mais il faudrait, je suis désolé, quasiment avoir un baromètre, en fait, ou désolé, tu coches des cases. Je suis fumeur, je suis machin, et du coup, t'es moins remboursé sur des choses. C'est terrible à dire, j'en ai conscience, mais aujourd'hui, les gens sont déresponsabilisés et font porter le poids de leurs actions sur les autres. Ouais, mais c'est ce qui se passe aux États-Unis. Tu as des questionnaires de santé hyper drastiques, et si tu es fumeur, bah, ta cote, elle baisse, ou ta cotisation augmente. Et tu vois, je vais être encore plus clivant parce que je vais prendre un exemple personnel. J'ai mon oncle qui est décédé il y a 3 ans d'un cancer de la peau et il avait 45 ans. Donc c'est très jeune. Moi, c'était un peu mon grand frère, donc ça a été vraiment difficile. Et en fait, je l'ai déjà dit une fois à ma mère, mais ça a été trop dur à entendre, donc j'en ai jamais reparlé. Mais il avait une hygiène de vie qui était catastrophique. Il mangeait très peu, il fumait énormément, que ce soit clope, cannabis, il buvait beaucoup, il mangeait de manière anarchique et quand il mangeait, c'était pas du tout équilibré. Il buvait énormément de café, il faisait pas de sport. Et tu vois, quand j'entends effectivement des putain, c'est vraiment pas de chance, il est parti trop tôt. En fait, je pense qu'il y a une nuance à apporter. C'est pas qu'il a pas de chance. C'est parce qu'en fait, on voit des personnes qui, malgré ça, j'ai l'exemple de ma grand-mère qui a toujours fumé comme un pompier, qui a 80 ans et qui est toujours là. Alors, pas dans un état génial, mais qui est toujours là. Et tu te dis, ces personnes, elles ont de la chance. Oui, ces personnes ont de la chance parce que malgré des habitudes, une hygiène de vie qui est mauvaise, elles survivent. Je vais pas dire qu'elles vivent, hein, parce que leur organisme est clairement en survie. Donc oui, elles ont de la chance. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Celui à qui un cancer est déclenché, c'est pas qu'il n'a pas de chance. C'est que si tu prends un baromètre statistique, les conséquences de ses actions, de ses actes, ont maximisé ses chances d'avoir un cancer, de faire un AVC, d'avoir un infarctus, de faire de l'hypertension cardiaque et compagnie. Donc tu vois, j'aime bien faire cette nuance de dire, oui, ceux qui survivent malgré une hygiène de vie de merde ont de la chance, c'est sûr. Parce qu'ils ont sûrement peut-être un très bon patrimoine génétique, de très bonnes défenses immunitaires, j'en sais rien. Mais l'inverse, c'est pas vrai. Quand tu as une hygiène de vie de merde, qu'elle est consciente, que tu as conscience de tout ça, et qu'il t'arrive un pépin de santé, non, tu n'as pas de chance. C'est les conséquences de tes actions. C'est super dur à dire, c'est super dur à entendre, mais c'est la manière dont je vois les choses. Et à contrario, effectivement, il y a des personnes qui n'ont par contre pas de chance. J'ai un de mes meilleurs amis, à 24 ans, il a chopé un cancer du système lymphatique, des ganglions. Et pourtant, c'est un montagnard. Alors oui, à 24 ans, on faisait la bringue, on buvait des coups, des machins, mais il fumait pas, il avait pas une hygiène de vie de dingue, c'était un gros sportif, il vivait en montagne, il faisait plein de trucs. 24 ans, cancer, ouais, il y en a des fois, ils ont juste pas de chance. Il y en a qui ont une hygiène de vie de dingue et qui font un arrêt cardiaque. Pas de chance, t'as un mauvais patrimoine génétique ou il y a une merde qu'on n'a pas détectée quand t'étais petit. La chance, le manque de chance est là. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à prendre trop pour cas général ce genre de personnes. Comme tu vois le Mark Zuckerberg qui, sur un coup de code, est devenu un milliardaire et on se dit putain, si lui l'a fait, moi aussi je peux le faire. Non, c'est anecdotique. 99,99% des entrepreneurs en chient pour arriver juste à en vivre de leur métier. C'est du survivant, on est en plein dedans. Ouais, et il y a des anecdotes. Il y a des marginalités plutôt. Non, puis je voulais rebondir aussi par rapport à ta grand-mère qui est une grosse fumeuse, mais je pense que de moins en moins de personnes, effectivement, auront cette chance, comme tu l'as dit, d'avoir un comportement et des habitudes négatives et de survivre. Parce que ta grand-mère, ma grand-mère, nos grands-parents, en fait, vivaient où à la campagne, vivaient également avec des animaux, dans un monde qui n'était pas ultra pollué,
où il y avait moins de stress, etc. Du coup, le corps, durant les premières années de leur vie, était vraiment paré et a eu les bonnes ressources pour être efficace et solide par la suite. À l'heure actuelle, tout n'est que pollution. Tout n'est que agression. Tout n'est que stress. Un enfant, dès qu'il naît, je suis désolé, mais il est exposé à des polluants. J'ai vu des milliers d'enfants morts tous les ans à cause de la pollution des voitures. Parce qu'ils sont justement au niveau des pots d'échappement. Également, j'ai appris récemment, façon de parler, que l'eau du robinet, je crois que 33% des foyers en France a une eau qui est contaminée par un élément qui est dangereux et cancérigène. Mais qui avant ne pouvait pas être détecté. Moi, je filtre mon eau depuis longtemps, du coup, ça ne me concerne pas. Mais en fait, l'eau aussi est ultra chlorée. Le stress sonore, les écrans, le manque de sommeil. En fait, aujourd'hui, les gens ont un capital santé qui est largement moindre par rapport à nos grands-parents. Et c'est ça qui me fait dire qu'à l'avenir, il y aura de moins en moins de survivants, on va dire en quelque sorte, qui auront des comportements négatifs et qui vont tenir jusqu'à 80, jusqu'à 90 ans, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a un paradoxe, hein, ce que tu dis, on est dans un environnement qui d'un côté ne favorise pas notre longévité, et nous on étend notre longévité de manière démentielle, quoi. Après aussi, il faut faire attention à ça parce que je suis d'accord avec toi, mais souvent ce qui est pris aussi en compte et ce qui nivelle, ce qui monte, on va dire, les stats, c'est la mortalité infantile. Qui est de moins en moins élevée. Ok, qu'est-ce que tu entends par là? Ah oui, la mortalité infantile. Donc forcément, s'il y a moins d'enfants qui meurent à 2 ans, en termes de statistiques, en termes de moyenne, logiquement, la moyenne d'âge du décès augmente aussi. Vu qu'on est sur une moyenne. Ah, c'est vrai. Ouais. Donc il y a ça aussi à prendre en considération. Il y a moins en moins de décès chez les enfants, tu vois. Donc ça joue pas mal aussi. Et aussi, il y a j'ai jamais vu ça comme ça. À prendre en considération, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Effectivement, tu peux mourir jusqu'à 100 ans, mais si de 70 à 100 ans, tu as un légume en fauteuil, est-ce que tu vis réellement? Je ne suis pas sûr. Ouais, c'est ce qu'on appelle les années de morbidité. Tu vois, les dernières années, en fait, avant la dépendance. Et le but, et moi, tu vois, c'est ce que je répète à ma femme, à ma mère, à machin. Je dis, mais tu fais hyper attention à ce que tu manges, tu fais hyper attention à ton hygiène de vie, tu te prends trop la tête. Et je dis, mais en fait, des fois, on me dit, t'as envie de mourir à 100 ans. Je fais, non, j'ai pas envie de mourir à 100 ans. Si je dois mourir à 80 ans, mais je mourrai à 80 ans. Mais si je peux être en pleine forme au moment de ma mort, pour moi, c'est top. Si je peux être le moins dépendant possible d'autres personnes, ce serait top. Ça ne veut pas dire que parce que je mets en place des actions aujourd'hui, les conséquences vont être comme ça, mais je maximise mes chances d'être un papy qui a 80 ans pourra, alors si mes enfants ont des enfants, mais d'être un papy à 80 ans qui pourra dire à ses petits-enfants, bah venez, on va faire une rando, venez, on va surfer, venez, on va se baigner, venez, on va faire ci, venez, on va marcher, et pouvoir le faire. Moi, en fait, c'est ça, tu vois, que je vois dans le vieillissement. C'est pas de vivre éternellement, c'est de vivre le plus longtemps possible, apte à vivre avec un V majuscule, pas à attendre la mort, quoi. Oui, pas à subir et non pas être à nouveau assisté, comme tu l'as dit précédemment, par des personnes et dépendant pour chacune de tes actions. Ouais. Et peut-être que ça arrivera. Et si ça arrive, ben voilà, je ferai avec, c'est tout. Mais j'ai envie de me donner le maximum de chances de vivre à long terme, tu vois. Enfin, je sais pas ce que je dis, je sais pas si tu vois ce que je dis, mais quand je m'imagine vieux, en fait, je me donne aujourd'hui le maximum de chances d'être cette personne, de devenir cette personne, tu vois. Complètement, mais ça me rappelle mes proches qui n'ont pas arrêté de me dire, ils le disent moi maintenant, quand j'ai commencé la musculation. Ok, c'est bien beau, t'as 25 ans, t'as 30 ans, mais bon, quand t'auras 50 ans, tu pourras plus le faire. Et alors? Connerie, ça. Déjà, qu'est-ce qui dit que je ne pourrais pas le faire? C'est pas votre expérience qui va du coup être facteur de vérité pour la mienne. Et ensuite, merde, si je vis de 0 à 50 ans avec un corps qui me convient, et bah tant mieux. Après, si je le perds, bah c'est comme ça, je ferai autre chose. Mais en quoi, du coup, mes incapacités futures doivent tout simplement niveler ma capacité actuelle? En aucun cas. Et tu vois, on en revient à ce sens des responsabilités, de dire j'ai une responsabilité envers moi-même. Et tu vois, j'aime bien dire même j'ai une responsabilité envers mon moi du futur. Parce que tu vois, quand tu es entrepreneur, tu te positionnes dans le futur. Tu te dis à horizon 3 ans, 5 ans, 10 ans, voilà ce que j'ai envie de vivre comme expérience, voilà le niveau de liberté que je veux, le niveau de liberté financière, personnelle, physique que je veux. Mais en fait, la manière dont tu vis aujourd'hui doit être en adéquation avec qui tu veux devenir. Et c'est là où il y a pas mal de personnes qui se plantent. C'est ils ont des objectifs, ils ont des ambitions, mais ils ne vivent pas maintenant en accord avec ce qu'ils veulent devenir. Je ne sais pas si je suis clair. Tu vois, c'est de te dire, si à 50 ans, tu veux être musclé, en forme, souple, plein d'énergie, en fait, ton travail, il commence maintenant. Oui, c'est pas parce que... ouais, c'est ça, il commence maintenant.
Les répercussions, de toute façon on le voit aujourd'hui, hein, des cancers, des maladies neurodégénérescentes et compagnie, c'est pas un jour il se passe un truc dans ta vie et t'es malade. C'est ton corps qui il lutte pendant des années jusqu'à un moment où il dit ok, bah de toute façon maintenant je peux plus lutter, donc paf, maladie. Mm. Complètement. Et ça fait écho également à un post LinkedIn, à nouveau j'en parle, mais que j'ai sorti aujourd'hui justement sur le pourquoi du comment les entrepreneurs tombent constamment malades en vacances. Ou se blessent constamment en vacances. Parce que du coup, durant des mois, ils sont drivés par l'adrénaline, qui vient directement empêcher le corps d'être malade, qui vient contenir les maladies en quelque sorte. Sauf que dès lors qu'il y a des tentes, ce barrage n'est plus en place, ça cède, tu te blesses ou tu es malade. Et à nouveau, l'argument constant que l'on entend par rapport à ça, c'est j'ai pas de chance. Dès que j'arrive en vacances, j'ai pas de bol, je tombe malade. Je sais pas si j'en ai parlé dans ce podcast, mais moi j'ai parlé du fait que j'ai travaillé dans la banque privée avec des entrepreneurs pendant 10 ans. Par contre, je sais pas si j'ai parlé de ce phénomène, c'est que j'ai remarqué que très souvent, quand arrivé à la cinquantaine, la soixantaine, et que mes clients voulaient vendre leur entreprise, nous on leur trouvait des acheteurs, ou ils les trouvaient eux-mêmes, et nous on s'occupait de la cession de leur entreprise. Alors, je peux pas dire systématiquement parce que c'est pas vrai, mais peut-être 25% du temps, 33% du temps, donc un quart ou un tiers du temps, dans les 3 à 6 mois qui suivaient la cession d'entreprise, on apprenait qu'il y avait eu un problème. Une dépression, un arrêt cardiaque, un infarctus, un cancer, les reins qui lâchent, de gros problèmes de santé avec hospitalisation, un AVC, ou un gros pépin de santé en tout cas en général qui avait été diagnostiqué. Et sur le coup, tu te dis, ça ne peut pas être anodin. Et à cette époque-là, j'étais moins tourné vers tout ce que tu es en train d'expliquer. Mais effectivement, quand tu as ton corps qui, pendant 20, 30 ans, a été gavé de cortisol, gavé d'adrénaline, et de tout ce qui t'empêche, effectivement, qui est en fait un booster de ton organisme, mais qui n'est pas naturel, le jour où tout ça, ça retombe, bah, t'as tout le système qui s'effondre parce que le système que tu as construit était basé là-dessus. Et c'est vraiment pas anodin. Et c'est pour ça, tu vois, je travaillais avec 2 ingénieurs financiers qui s'occupaient de tout ce qui était fusion, acquisition, cession, transmission. Et eux, ils pouvaient pas jouer sur la qualité de vie des clients. Mais je me souviens qu'ils avaient une approche que j'adorais et que je trouvais hyper humaine. Et c'est pour ça que justement, les gens là, quand j'habitais sur l'île, adoraient faire appel à eux. C'est qu'à chaque fois que tu avais un chef d'entreprise qui arrivait et qui disait « je veux vendre ma boîte », la première question qu'il leur posait, c'était pas « vous faites combien de chiffres, machin, nanana ». C'était « ok, c'est quoi votre plan une fois que vous aurez vendu la boîte ?»« Oh, je sais pas, je verrai après ». Et à chaque fois qu'il disait « non, bah vous savez quoi, vous trouvez ce que vous allez faire, vous allez vous occuper, vous allez créer votre plan de retraite, entre guillemets ». Parce que nous, aujourd'hui, de notre expérience, on n'a pas d'études, de statistiques qui le montrent, mais ils le faisaient qu'à l'expérience, parce qu'ils avaient la cinquantaine, soixantaine. De notre expérience, on voit que les clients qui ont construit toute leur vie leur boîte et qui la revendent et qui n'ont pas de plan concret derrière, c'est au mieux un divorce et au pire de très gros problèmes de santé. Une dépression, des trucs, parce qu'en fait, un entrepreneur qui vit pour sa boîte pendant 20-30 ans et qui n'a pas de plan de sortie derrière, il s'effondre. Tu as tout son système en fait qui s'effondre. Complètement, en fait, le monde autour de lui s'effondre. En fait, le cerveau se représente constamment le monde sous des modèles du monde. Et si ce modèle du monde-là s'effondre, tu perds ton paradigme, tu perds tes repères, tu t'effondres toi aussi. Et on parle des entrepreneurs, c'est pareil pour n'importe qui part à la retraite. Il y a plein de personnes qui font une dépression juste après leur départ à la retraite parce qu'en fait, toute leur vie, leur utilité pour eux a été professionnelle. Et le jour où ils n'ont plus d'utilité professionnelle, pour eux, la manière dont ils le ressentent, ils n'ont plus d'utilité aux yeux de la société. Et c'est pour ça que, tu vois, moi j'aime bien travailler là-dessus avec mes clients, de se dire, ok, t'as ton boulot, t'as ta boîte, mais des fois, ce serait plus intéressant de voir ta boîte comme un boulot, plutôt que comme le projet de ma vie, comme mon bébé, comme beaucoup d'entrepreneurs le disent. Et comme j'aime leur dire, je fais non, une boîte, c'est pas un bébé, c'est une personne morale, c'est pas une personne physique. Il y a personne qui meurt quand tu revends ta boîte. Il n'y a pas de vie dans une boîte. C'est un projet, il y a des personnes, effectivement, c'est quelque chose, mais il faut arriver à déshumaniser ce qu'est une entreprise pour le bien-être de l'entrepreneur. Parce que le jour du divorce, le jour où tu revends ta boîte, où tu fais faillite, où tu en as marre et tu la clôtures, bah, si tu as trop d'affect à l'intérieur, ça te dévaste. Si tu fais trop tourner ta vie autour de ta boîte, autour de ton bébé,
T'es dépendant de ça. Ta valeur personnelle est directement liée à la valeur de ta boîte. Alors que la vie avec un V majuscule, c'est pas que ça. C'est se balader dans la forêt, c'est profiter du temps. En ce moment, il y a un exercice que j'adore faire, c'est me poser 5 minutes par jour dans une chaise et juste rien faire. J'ai pas le droit d'écrire, pas le droit de parler, pas le droit d'écouter un truc, pas le droit de bouger. Juste, je laisse aller mes pensées. Et je me dis, tu sais, des trucs comme, tiens, ce serait pas cool si... je sais pas, tu vois, là, je vois les montagnes en face. Si là, je pouvais me téléporter en haut d'une montagne, tiens, ce serait pas cool si je pouvais ajouter 2 zéros à mon compte en banque. Tiens, ce serait pas cool si... Et en fait, tu vois, je pars dans des divagations comme ça. Et en fait, c'est trop bien parce que ça te permet de relâcher le mental, faire passer les informations, faire passer les idées. Ça te pose, ça te calme, ça te permet de ralentir. Et des fois, tu as une idée qui passe où tu te dis, tiens, je divague, mais c'est pas complètement con. C'est un truc que je pourrais implémenter dans mon quotidien. Mais c'est vrai Et qu'on ça, manque c'est de des plus prises en de plus conscience, de tu vois, temps que tu peux avec avoir soi-même. que quand tu te poses, quoi. Mais ouais, il faut. Et tu vois, ça reboucle avec cette notion de responsabilisation parce qu'on est de plus en plus connecté à la technologie, à nos téléphones, aux montres connectées, aux écrans, etc. et de moins en moins envers soi-même. Et effectivement, on est plus responsable, à nouveau, c'est vrai qu'on en a parlé précédemment, mais on n'a plus réellement cette notion de conséquences directes. Pourquoi également? Parce on s'écoute de moins en moins. On a de moins en moins cette capacité à repérer les signaux de notre corps qui nous envoie au quotidien pour nous dire soit tu peux accélérer, soit tu dois ralentir. Et du coup, ignorant ces signaux-là, forcément, on va droit dans le mur. Mais les gens aujourd'hui préfèrent se fier à une montre pour traquer leur sommeil, pour traquer le nombre de pas, etc., sans avoir cette notion de ressenti. Sauf que sans ressenti, on fait rien. Ouais. C'est Tout terrible, commence en fait. par le ressenti, et une fois que tu as le ressenti, tu peux effectivement mesurer avec un tracker, avec une montre, avec tout. Mais c'est pas l'inverse, comme Et tu dis. ponctuellement. Ouais. Faut Sinon, pas on que ce soit une dépend de vie. l'objet. Et en plus, l'objet influence la perception des choses. Mm. En fait, tu peux te dire, ok, j'ai l'impression que j'ai bien marché aujourd'hui, je suis assez content, j'ai bien bougé, je suis heureux de moi, je suis fier de moi. Je prends ma montre, j'ai fait uniquement 5000 pas. Ah, au final, c'est pas si bien que ça. Mais ça, t'en fous, c'est une métrique. Elle est pas si importante. Ouais. C'est comment tu te sens toi. Et en fait, l'objet, la possession, influence directement ton ressenti, ta perception de toi-même. T'as entièrement raison, parce que tu vois, moi je dors avec mon Apple Watch, pas pour le tracking, mais parce que ça me permet de me réveiller avec un vibreur au poignet. Et comme ça, je réveille pas Apolline vu que je me réveille plus tôt. Et effectivement, ça m'est déjà arrivé, tu vois, de me dire, tiens, j'ai bien dormi cette nuit. Tu te sens reposé, tu te sens bien, tu te sens détendu. Je regarde ma montre et je vois très peu de sommeil profond. Et je me dis, putain, bah non, en fait, j'ai pas bien dormi a priori. Et c'est con parce que tu dis, bah non, en fait, si je me lève et que j'ai la sensation d'avoir bien dormi, faut que je reste là-dessus. Effectivement, oui, il y a peut-être pas assez de sommeil profond, c'était peut-être pas assez réparateur, mais mieux vaut se réveiller avec une bonne dynamique émotionnelle, mentale, en disant bah tiens, moi je me sens ressourcé et surfer sur la vague. Plutôt que de dire, je pense que j'ai bien dormi, tu regardes tes métriques et tu dis ah bah non, apparemment j'ai pas bien dormi, bon bah ouais, bah j'ai pas bien dormi. Et là, en fait, la vague, tu la coupes sous le pied et tu surfes plus dessus, quoi. Et là, tu te sens. C'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Ouais. Mais c'est ça qu'on dépend réellement des choses. Et c'est pour ça que Pierre Dufresne, un ami à moi, qui est la chaîne YouTube Verisme TV, m'a fait rajouter dans mon tableau de tracking en fait mon ressenti quand j'écris mon tableau. En fait, si je me sens bien en l'écrivant, si je le subis, si je suis heureux, si je suis triste, etc. Parce que du coup, en faisant le tableau de tracking dont on a parlé dans un épisode précédent, en fait, en écrivant ce tableau-là, j'influence directement la perception également de ma journée. Et donc, en le verbalisant également, on peut trouver des corrélations entre ma perception de ce remplissage de tableau, on va dire, et mes niveaux du coup de bonheur, de motivation et de productivité. C'est-à-dire qu'on est influencé et on influence. Ouais, mais tu vois, c'est marrant parce que c'est ce qu'on me disait dans un épisode effectivement précédent où je te disais, moi je fais les choses différentes, mais la dynamique que ça crée en toi est la même. Moi, je vais prendre un carnet et je vais faire ce qu'on appelle du journaling, mais le but, c'est de me dire comment est-ce que je me sens à l'instant T, pas comment est-ce que je me suis senti dans la journée, mais comment est-ce que maintenant je me sens, sans analyse, sans rien. Et en dessous, j'ai dit, ok, c'est quoi mes gains de la journée? Qu'est-ce que j'ai gagné par rapport à hier? Pas en argent, mais de se dire, tiens, j'ai eu un super échange avec Jérémy ce matin, on a fait un super podcast. J'ai eu un super moment avec ma fille, on a fait un gros câlin, c'était trop cool, on a regardé le coucher de soleil sur la terrasse, c'était trop bien. C'est que des moments en fait positifs sur lesquels tu as gagné quelque chose, où tu as grandi, où tu t'es amélioré, où j'ai voulu m'énerver, j'ai gardé mon calme. Ça, c'est un gain. Et ça, effectivement, ça impacte ton ressenti parce que tu finis ta journée en te disant, bah, aujourd'hui, j'ai avancé, aujourd'hui, j'ai ressenti ça, aujourd'hui, j'ai vécu ça. Et ton cerveau, il se couche en te disant, les choses sont cool, t'as grandi. Et t'impactes ta journée du lendemain et tu crées une dynamique vertueuse en fait dans ta vie.
Mais donc la dimension à rajouter serait maintenant comment je me ressens quand j'écris mon carnet, quand je Mais fais c'est ça. mon bilan. Je commence ça dès le D'accord, début en du fait. coup c'est Dès le vraiment le début, je me dis ressenti comment quand tu écris, tu veux dire. Ah ouais, Cette c'est notion je de prends. remplissage ou cette notion uniquement de comment je me ressens à l'intérieur? Ou est-ce que c'est l'action d'écrire que tu décris? Bah, en fait, c'est au moment où je m'assois dans mon fauteuil avec mon carnet, à ce moment-là, je me dis comment est-ce que je me sens maintenant. C'est D'accord. quoi mon état émotionnel actuel? Pas celui d'il y a 1 heure, pas celui d'il y a 5 minutes, pas celui de ce matin quand j'ai pété un câble parce que ma fille était à la bourre et qu'elle a mis des chaussettes différentes. Non, comment est-ce que je me sens maintenant? C'est tout ce qui compte. Parce qu'en fait, ça te permet d'ancrer l'émotion. Mhm. Comme ce que Pierre t'a demandé de faire. Ça te permet d'ancrer l'émotion et aussi de t'observer en faisant les choses. Et ça, c'est important. Tu vas te dire, tiens, comment est-ce que je me sens en faisant ça? Ça, tu vois, c'est du feedback, de l'autofeedback, que moi, je pense être une compétence notamment liée au Nunchi, on en revient, Mhm. à cette conscience de soi dans l'environnement dans lequel on est. Quand tu es dans un call avec un client, c'est bien d'être à 100% dans le call, c'est aussi bien d'avoir conscience de comment est-ce que tu te sens. Moi, tu vois, en tant que coach, j'ai un baromètre interne qui est parfois totalement subjectif, enfin qui est même pas parfois, c'est qui est totalement subjectif, mais neurologiquement c'est l'activation des neurones miroirs. C'est je sais que quand je pose une question à un client et que je constate un changement, pas forcément perceptible consciemment, mais qu'inconsciemment je vais ressentir un certain inconfort, parfois une gêne, parfois une espèce d'angoisse ou de stress ou de peur qui me prend, je sais qu'il y a quelque chose, en tout cas il y a des chances qu'il y ait quelque chose qui se passe chez lui. Et je me demande, ok, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Qu'est-ce qui se passe en toi? Et 9 fois sur 10, ce que je ressens, la personne est en train de le ressentir. Et on a ce baromètre, tu vois, cette connexion à nous-mêmes et aux autres. Et moi, c'est ce qui fait justement la finesse d'un coach, à mes yeux. C'est cette capacité à être en contact, même quand tu es en discussion avec ton client, d'être en contact avec tes émotions. Parce que des fois, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe chez ton client, mais aussi ça veut dire que des fois, ce qui se passe chez un client, ça me fait réagir moi, et c'est un truc que je dois régler moi. Mhm. Ça, tu vois, pour moi, c'est la beauté de mon métier, c'est que j'apprends autant de mes clients que eux, ils apprennent de moi au final. Il y a plein de trucs où je me retrouve et je me dis putain, ça effectivement, je suis en train de donner des leçons à mon client, mais il faudrait peut-être que je le règle aussi chez moi, tu vois. Et ce contact avec nous-mêmes, avec nos émotions, est pour moi hyper important. Et comme tu le disais au début, l'environnement ultra stressant dans lequel on vit, stressant physiquement, mentalement, psychologiquement, nous coupe de nos émotions pour beaucoup de personnes. Et la culture aussi dans laquelle on est nous a coupé de nos émotions directement. Nous, notre génération est en train d'y revenir. La génération de nos parents, de nos grands-parents, voyaient les émotions comme quelque chose de sale, de dégueulasse, Oui, pas ça très passe par le présentable, vocabulaire quoi. aussi. Maintenant, on voit effectivement les personnes qui ont un vocabulaire émotionnel qui est très très pauvre. Mm. Grosso modo, les émotions, c'est soit la joie, soit la colère, soit la peur. Je suis content, je suis pas content. Voilà. C'est ça. Et du coup, effectivement, en fait, ta capacité à décrire le monde est limitée par les mots que tu connais pour le décrire. Exactement. Donc en fait, tu es forcément biaisé. Si t'as pas cette notion, cette capacité à avoir un panel de mots pour te permettre de décrire précisément ton ressenti, tu pourras jamais le véhiculer. Tu pourras jamais le transmettre. Tu pourras jamais le comprendre. Du coup, tu vas être frustré, donc déconnecter à nouveau de tes vraies émotions. Ce qui est de la peur, peut être de l'angoisse, peut être de la tristesse, mais c'est pas de la peur. Les leviers qui sont derrière ne sont pas les mêmes. Et du coup, les leviers de correction et d'action ne sont pas les mêmes non plus. Et c'est pour ça, effectivement, que j'invite les personnes qui nous écoutent à développer le vocabulaire émotionnel de leurs enfants. T'es pas en colère. Non, tu ressens de la tristesse, de la frustration, de l'énervement. Il faut que l'enfant puisse verbaliser précisément ce qu'il ressent. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir, vous, l'aider directement dans ses problèmes. Ouais, je suis entièrement d'accord. Bon, c'est Tu un vois, autre sujet, mais... Non, parce que je pense que fondamentalement tout est corrélé. Parce que quand tu vas être responsable de tes actions, il faut aussi que tu apprennes à comment les corriger, inévitablement. Et comme tu dis, pour apprendre à mettre les bonnes corrections, même si c'est pas toi qui as causé la conséquence, la manière dont toi tu vas y réagir, c'est ta responsabilité. Tu peux en être responsable en tout cas si tu le décides. La manière dont tu vas corriger le tir, c'est aussi ta responsabilité, si tu la prends. Et donc il faut que tu trouves le bon outil, la bonne manière de répondre. Et ça, plus tu as une perception fine de ton environnement, une perception claire de ton environnement, plus c'est simple. Tu vois, j'aime beaucoup dire que en changeant nos mots, on change notre représentation du monde. Psychologiquement, c'est comme ça que ça se passe.
Si tu changes ton dialogue interne, si tu changes les mots que tu utilises pour définir ton monde, ta réalité elle change. Si ta réalité elle change, tu peux commencer à initier des actions différentes. Et si tu inities des actions différentes, mécaniquement, tu obtiens des résultats différents. Tu vois, on attribue souvent cette citation à Einstein, mais je ne sais pas si c'est vraiment de lui, parce que j'ai l'impression qu'on lui attribue quand même énormément de citations. Mais tu vois, c'est de se dire, je ne sais plus exactement la citation, mais c'est que le comble de la folie, c'est de faire tout le temps les mêmes actions et d'espérer des résultats différents. Et c'est vrai. Tant qu'on ne change pas ses mots, on initiera les mêmes actions, donc on aura les mêmes résultats. Mais quand on change ces mots, on change la perception qu'on a du monde. Et moi, c'est notamment le rôle que j'ai avec mes clients, c'est de leur faire changer la manière dont ils perçoivent le monde. Et souvent, ça commence... Oula, pardon. Je pensais ne pas déranger. Et quand tu changes effectivement les mots, tu changes ta perception du monde, tu changes les actions que tu mets en place et tu changes les résultats que tu as. Et des fois, ça clique comme ça va vite. C'est vrai que mais tout ça, effectivement, on en revient au nunchi, tu vois, ce sens de responsabilité personnelle, quoi. Ça peut sembler étrange de se dire que tes mots définissent ta vision du monde, mais pensez juste aux Inuits qui ont 36 façons, je crois, de décrire le mot blanc. Ouais. Ils ont, alors j'ai plus le chiffre, mais je sais qu'ils ont des dizaines de nuances. Il y a effectivement plus de neige, dizaines. C'est neige, c'est pas blanc, c'est neige. C'est neige. Et en fait, juste, c'est blanc ou c'est neige, peu importe, mais avec un vocabulaire aussi riche, aussi dense, forcément leur perception des choses est différente de la nôtre. Si nous on dit neige, eux ont 36 façons de le dire pour c'est une neige qui est molle, qui est dure, qui est je sais pas, qui est plus liquide, qui est plus j'en sais rien. Forcément ça change ta perception de ton environnement et donc du monde qui t'entoure. Et ça du coup on peut appliquer tes actions que tu vas mettre en place. Tous les mots que l'on emploie au quotidien quoi. Ouais c'est ça. Et j'avais vu les travaux d'un... Ouais. Mais complètement. J'avais vu les travaux d'un anthropologue qui avait vu qu'il y a une tribu en Afrique qui ne connaît pas le mot bleu. C'est jamais rentré dans la culture de cette tribu. Et donc pour eux, le ciel est vert. Le ciel est vert. Et apparemment, ils ne voient que le vert. Ils voient les choses en vert. Ils ne conçoivent pas le bleu. Et c'est là où tu te rends compte de l'impact effectivement des mots sur ton quotidien. Je me souviens que mon grand-père, quand il était encore en vie, je devais avoir 15-16 ans, m'avait dit « Mais vous, votre génération, vous avez une pauvreté du langage qui est incroyable. » Et encore, moi, je suis quelqu'un de littéraire, j'aime beaucoup les mots, j'aime beaucoup lire, mais il me disait, ma génération, alors j'ai plus les chiffres, mais le ratio est à peu près ça, c'est on utilise à peu près 30 000 mots au quotidien, votre génération en utilise environ 10 000. Et en fait, pour moi, c'est ma vision des choses, mais les recherches tendent à montrer ça, plus tu appauvris le langage, plus la finesse de ta perception de la réalité diminue. Tu vois, quand on entend parler les personnes, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de machins, il y a beaucoup de ça, là, plutôt que d'utiliser le vrai mot pour définir ce que c'est. Non mais je suis un peu sur les stats, mais avant, effectivement, les gens employaient entre 30 et 50 000 mots. C'est ça, 30 et 50 000 mots. Ouais. Maintenant, là, je l'ai pas, mais... Non mais il y a des gens, effectivement, les personnes qui sont les moins, on va dire... aider au quotidien, les plus pauvres et j'en passe, d'après ce que je vois sur Ça m'intéresse actuellement, sur Internet, ces personnes vivent avec environ 250 à 300 mots. Oh la vache. Et du coup, pareil, dans cette classe de personnes-là, ceux qui ont plus de mots, c'est autour de 2000. Donc, effectivement, on a vraiment chuté en termes de mots employés. Et du coup, la vision du monde que l'on a actuellement se limite à ce nombre de mots-là, quoi. C'est ça. On a vraiment... tu m'as mis une claque là, tu vois, je me dis, comment tu peux vivre avec 200-250 mots, c'est un truc de fou, quoi. Après, on se rend pas compte non plus du nombre de mots qu'on emploie nous au quotidien, donc c'est pas évident. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah, c'est pas évident. Ouais. Ok, c'était la petite claque du jour, tu vois. Ça me fait froid dans le dos. Du jour. Après, encore une fois, j'ai pris un site comme ça parmi tant d'autres, c'est pas vérifié à 100%, donc, et je l'ai lu en diagonale, donc à creuser derrière, mais et je vais me profiter, c'est bel et bien le mot blanc, et non pas le mot neige. Ah, c'est le mot blanc ? Ok. Ouais. Ok. Donc, merci pour cet épisode qui est parti un peu dans tous les sens, où on a parlé très peu d'entrepreneuriat au final. Ouais, mais je pense que fondamentalement, cette notion de responsabilité est hyper importante en entrepreneuriat. Bien sûr, elle est essentielle. Parce que souvent, l'entrepreneur se tient responsable de sa boîte,
mais se tient plus responsable de lui-même, de comment il se sent, de son niveau de stress, de son niveau d'énergie, de la qualité de la relation avec ses enfants, avec son époux, avec son épouse. Il se tient plus responsable de ça. En tout cas, il enclenche plus les actions. Je suis même pas sûr à 100%. Ouais, je sais On pas. a bien vu avec beaucoup de commerces qui, durant le Covid, ont littéralement attendu les aides de l'État sans spécialement chercher à leur niveau à se réinventer. Oui. Ah, c'est Et pas en faux. plus, la mentalité bien française a fait que ces mêmes commerces-là ont voulu interdire l'ouverture des autres commerces. Parce que c'est pas juste si nous on est fermé et les autres non. Là, c'est l'inverse du modèle américain où chacun se dit je vais me tirer vers le haut, si moi je suis ouvert, les autres peuvent l'être. Là, c'est l'inverse. Si moi je suis fermé, les autres doivent l'être. Et aujourd'hui, ces gens-là en pelle et pot cassé parce que les aides de l'État, du coup, n'étaient pas des aides, mais étaient réellement, du coup, des prêts qui sont maintenant à rembourser. Et n'étant pas, on va dire, parmi les boîtes qui se sont réinventées, aujourd'hui, elles sont vraiment faillites. Donc, à nouveau, cette responsabilisation, même au niveau de leur propre boîte, ils ne l'ont pas toujours. Ouais, c'est sûr. Mais vraiment, ce concept de responsabilité personnelle me parle énormément. Tu vois, c'est vraiment, je pense, mon compas qui me drive au quotidien. Me dire, ok, t'es toujours responsable. Ça veut pas dire que j'y arrive tous les jours, mais t'es toujours responsable de ce que tu ressens. T'es toujours responsable de ce qu'il y a dans la tête. T'es toujours responsable des mots que tu te dis. T'es toujours responsable de la manière dont tu réponds à ton environnement et aux choses. Et ça veut pas dire que je me laisse pas perturber. Je sais fondamentalement que des fois je suis pas bien, des fois je suis stressé, des fois je suis angoissé. Je sais que c'est de mon propre fait. Et j'ai du mal à couper la vague. Mais le fait déjà d'en être conscient, ça me donne les outils pour des fois de dire, ok, ça va passer. Juste pose-toi, calme-toi, isole-toi. Si t'es énervé à la maison et que tu sais que tout le monde va en pâtir. Des fois, ça fait chier ma femme et ma fille, mais je me tire. Mais en fait, c'est pour le bien de tout le monde. Parce que je sais que je suis dans un état qui va plutôt desservir tout le monde, plutôt que de tirer tout le monde vers le haut. Donc je préfère me tirer et que tout le monde soit énervé pendant 20 minutes, se dire, il s'est encore barré, machin, et de revenir 20 minutes plus calme, plus posé, et d'être en capacité émotionnelle, tu vois, de réagir aux accusations de ma femme, de dire, t'es encore parti parce que t'es énervé, et de dire, oui, mais là je peux rester calme, plutôt que de repartir, de dire, oui, je suis parti parce que je sais que c'est ce qu'il y a de mieux. Et c'est plus simple comme ça. Mais après, fondamentalement également, c'est un biais cognitif qui est ancré en nous, c'est le biais de l'erreur fondamentale d'attribution, qui fait que nous avons tendance constamment à attribuer la cause de nos échecs aux autres, à des facteurs externes à nous, et notre réussite à nous-mêmes. Donc en fait, évolutivement parlant, c'est ancré en nous ce comportement-là. Donc c'est d'autant plus dur pour, justement, ne pas tomber dedans. Mais là, tu as raison, cette notion d'avoir une zone tampon de je pars, j'écoute de la musique, je fais du sport. En fait, je coupe la situation, puis je reviens dedans avec du recul, est la meilleure solution selon moi. Vraiment, tempériser les choses. Et tempérer. Temporiser. Aucun mot n'était bon. Ouais. mais par contre, tu vois, ce que tu dis est hyper important et on va peut-être s'arrêter là. Moi, c'est un conseil que je donne à beaucoup de mes clients ou de mes clientes sur leur relation avec les personnes. Que dire aussi, quand on parle de responsabilité extrême, c'est dans tous les pans de notre vie. Et que des fois, quand on commence à s'engueuler avec son conjoint ou avec sa conjointe, il y a un des deux qui doit prendre la responsabilité de prendre sur lui à un moment pour couper le truc avant que ça aille trop loin. Et des fois, ça peut juste être de se dire, ok, vas-y, dis ce que tu as à dire. La personne balance ce qu'elle a à dire. Ça fait mal. Mais toi, tu as pris la responsabilité. Maintenant, tu dis, ok, on coupe, parce que là, ça va trop partir en live. On en reparle dans 20 minutes, 30 minutes. Les recherches montrent qu'une émotion, au niveau des hormones, dure une vingtaine de minutes. Donc quand tu rentres dans un cercle de colère, de frustration, dans une engueulade, pour parler simplement, le mieux c'est de couper, partir, attendre une vingtaine de minutes, que ça repart, enfin que ça redescende, et de reprendre les choses à tête reposée. Ça c'est constructif. Ça c'est constructif. Et c'est ce qui évite les couples qui s'engueulent et où tes mots, au bout d'un moment, tu rentres dans cette spirale où une fois que tu as été hameçonné, c'est très difficile d'en sortir. Et où tes mots dépassent tes pensées, et où tu dis des choses que tu n'aurais pas voulu dire, mais tu es dans la réaction animale, en fait. Et tu n'es plus dans la responsabilité de ce que tu dis. Et du coup, tu fais pas attention à ce que tu fais et à ce que tu dis. C'est ça. Donc, on reboucle parfaitement bien avec le début de l'échange. C'est beau. Si on arrive à finir dans les 20 secondes, on a 45 minutes 00, comme ça au moins on aura fait un épisode parfait. Eh bien, je te laisse faire l'appel à l'action par rapport au produit gratuit, puis on va conclure dessus. Tu as 14 secondes. Bah ouais.
Une nouvelle fois, merci de nous avoir écoutés. Comme toujours, avec Jérémy, on vous propose de suivre la formation gratuite qu'on a juste en description. On vous remercie, on vous souhaite une très bonne journée. 45... Ah merde, je suis à 45,01.